Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la compréhension et le décryptage des tendances et des actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Smart for Change, sur les réseaux sociaux de Smart for Change et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine thématique où nous reviendrons sur l'investissement dans l'or. Quel scénario pour cette année? Les fondamentaux sont-ils toujours les mêmes après la consolidation que l'on a connue en début d'année et quelle approche avoir vis-à-vis du secteur aurifère et notamment des minières? Nous en parlerons avec Arnaud Duplessis, Senior Portfolio Manager chez CPRAM. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux SCPI. Que penser des jeunes SCPI opportunistes et le marché secondaire des SCPI est-il source d'opportunités? Deux questions que nous poserons à Vincent Danis, le président de Savignan, mais aussi à Jules Rousselet, l'associé fondateur d'Alphine Gestion Privée. Et enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous retrouverons Vincent Orez, président de Figen AI, avec qui nous nous demanderons où en sont les grandes entreprises de gestion de patrimoine dans leur stratégie vis-à-vis de l'intelligence artificielle. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite Patrimoine thématique avec un sujet autour de l'or. Quel scénario vis-à-vis de l'or pour cette année 2026? Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Arnaud Duplessis. Bonjour Arnaud. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes Senior Portfolio Manager chez CPRAM. J'ai envie de vous poser la question sur l'or avec un mot, inquiétude. Inquiétude qu'on a pu voir sur le cours de l'or en ce début d'année quand on a vu effectivement la consolidation. Et finalement, on revient au niveau qu'on avait connu en fin d'année dernière, en lien avec des inquiétudes politiques, géopolitiques ou autres qui sont effectivement le lot de l'investissement sur les marchés financiers depuis plus d'un an maintenant. Quels sont les fondamentaux qui viennent expliquer le cours de l'or et vers quoi se dirige-t-on d'ici la fin de l'année, Arnaud Duplessis? Alors c'est vrai que le début d'année a été particulièrement dynamique puisque les cours de l'or ont grimpé jusqu'à 5600 en quelques semaines, avant une consolidation assez marquée, il est vrai, mais une consolidation bienvenue. Le marché avait besoin de souffler, était probablement un petit peu suracheté. Rapide quand même. Voilà, on est passé de 5600 à 4400 en 2-3 jours. Donc ça a été particulièrement violent pour se reprendre finalement derrière, puisqu'on est ce matin aux alentours de 5300, c'est-à-dire un peu plus de 20% de hausse en dollars américains depuis le début d'année. Finalement, le meilleur début d'année depuis 1979, encore meilleur que celui qu'on avait pu observer l'année dernière. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui explique ces tendances sur l'or? Est-ce que l'or joue d'un côté son rôle de valeur refuge, mais est traversé parfois par des événements spéculatifs, ce qui vient expliquer la consolidation en ce début d'année? Et vers quoi se dirige-t-on sur le cours de l'or, Arnaud? Alors, bien sûr, les événements géopolitiques récents ont contribué quand même à la bonne tenue des cours de l'or. Il y a bien sûr toujours le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Il y a eu les tergiversations de M. Trump vis-à-vis du Venezuela, vis-à-vis du Groenland, et maintenant ce qui se passe effectivement au Moyen-Orient sont autant d'éléments qui ont pu soutenir la tendance. Mais je dirais que ce ne sont pas les seuls éléments. Bien sûr, l'or est je dirais, de nature, un actif défensif, traditionnellement recherché en cas de conflit. Mais on observe depuis quelques années d'autres éléments qui ont pu soutenir cette tendance, notamment les achats des banques centrales, en fait, qui restent quand même très dynamiques. Pour la 4e année consécutive, l'année dernière, les banques centrales ont été très, très acheteuses, les banques centrales émergentes. Un petit peu moins, en fait, que les années précédentes, puisqu'elles ont accumulé à peu près 860 tonnes d'or en 2025, mais toujours pour les mêmes raisons, c'est-à-dire l'inquiétude vis-à-vis de la solidité financière des pays occidentaux. Et la volonté de dédollariser une partie de leur économie. Exactement, de dédollariser l'économie mondiale et surtout de diversifier leurs réserves de change qui sont encore très majoritairement exposées au dollar américain. D'accord, donc il y a le sujet inquiétude de l'investisseur et les stratégies des banques centrales, c'est les deux fondamentaux qui portent le cours de l'or à l'heure actuelle? J'en rajouterai une troisième, je dirais historiquement, les gérants globaux avaient traditionnellement cette allocation d'actifs entre les actifs exposés au marché d'actions et au marché obligataire. Vous savez, le fameux modèle 60-40 américain, 60 actions, 40% obligations, qui est remis un petit peu en question depuis quelques années, puisque ces deux classes d'actifs ont tendance à aller dans la même direction et rentrent maintenant dans l'allocation des actifs réels de plus en plus, parmi lesquels il peut y avoir l'or, mais aussi les actifs non cotés, ça peut être l'immobilier.
donc qui viennent diversifier finalement l'allocation des gérants globaux. L'or, ça n'est pas qu'un métal précieux. D'ailleurs, on peut y investir en or physique ou en or papier. C'est aussi une activité économique, notamment les mines aurifères, les minières. Quelle approche avoir sur la base de ce que vous venez de nous dire sur l'activité économique d'extraction d'or? Je dirais l'environnement a rarement été aussi favorable pour l'industrie minière aurifère. L'année dernière, la performance a été extraordinaire. Environ 150% de hausse pour les minières en dollars américains contre 60 pour l'or. Depuis le début de l'année, je dirais la tendance continue. On est en hausse d'à peu près 30% sur les mines d'or, toujours en dollars américains. Pour remettre les choses en perspective, l'année dernière, les cours moyens de l'or étaient aux alentours de 3 450 $. Cette année, on attend environ 4 500 $ en moyenne. On est à 5 300 aujourd'hui. En moyenne sur l'année. Voilà. Donc, ramener en fait à l'industrie minière, les marges, comme vous pouvez l'imaginer, le calculer, en fait, vont continuer de progresser très significativement, même si les coûts d'exploitation ont fortement augmenté. En fait, ces dernières années, on a eu une inflation de plus de 50% depuis 2020, mais la hausse des cours de l'or a été encore plus forte et les marges ont rarement atteint en fait des niveaux aussi élevés. Donc c'est un secteur, en fait, même s'il commence à rattraper, demeure quand même très en retard par rapport à l'évolution des cours de l'or depuis peut-être 10-15 ans environ, avec finalement cette augmentation des marges, ces niveaux de valorisation qui sont très faibles, et donc une prise de conscience du marché quant à l'opportunité d'investissement sur cette classe d'actifs qui présente beaucoup d'intérêt, beaucoup de leviers par rapport à l'évolution des cours de l'or. Quand on a une activité économique en 2025 basée sur une moyenne donc, du cours de l'or à 3005 et qu'on voit finalement qu'on est à l'heure actuelle donc autour de 5300 $, mais qu'on a une moyenne attendue autour de 4500 $, est-ce que ça peut surprendre à la hausse des publications de résultats, des perceptions des investisseurs vis-à-vis de l'activité de certaines minières cotées? Alors, on est en pleine publication en fait des résultats du 4e trimestre, qui pour la plupart en fait sont supérieurs aux attentes du marché. Et dirais le démarrage de l'année est tel en fait que les résultats attendus pour le premier trimestre seront encore meilleurs, donc ce qui conduit les analystes à continuer de revoir en hausse leurs perspectives de résultats pour l'ensemble de l'année à venir. Quelle perspective justement pour cette année 2026 ? On a certaines grandes banques qui s'attendent. Alors vous nous avez dit que la moyenne attendue c'est 4500 $ l'once. Ça, pour c'est l'ensemble la moyenne de l'année, la moyenne arithmétique attendue pour l'ensemble de l'année. Oui, on voit certaines banques qui s'attendent à ce que l'or soit à 6000 $ à la fin, l'once toujours, à la fin de l'année. Quel impact ça pourrait avoir sur l'activité minier et comment est-ce que vous vous attendez à voir évoluer cette année 2026 pour le secteur minier, toujours de manière positive comme en 2025? Ça ne change pas? Alors, cet objectif de 6 000 $, pourquoi pas en fait, hein. Vous savez, c'est toujours un peu difficile de donner des objectifs précis en fait sur les cours de l'or. Il faut mieux s'appuyer en fait sur les éléments qui ont pu soutenir cette tendance. Et tous ces éléments sont toujours bien là aujourd'hui. En tout cas, je dirais si cet objectif se réalise, par définition, la moyenne de 4 500 $ attendue aujourd'hui risque d'être révisée en hausse en fait in fine. Et donc, qui se fera évidemment bien au profit en fait de l'industrie minière qui reste encore une fois très faiblement valorisé et qui pourrait susciter finalement une accélération des mouvements d'acquisition en fait dans ce secteur. Merci Arnaud Duplessis de nous avoir accompagnés dans Patrimoine Thématique. Je rappelle que vous êtes senior portfolio manager chez CPRM. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Deux questions centrales vont nous animer à présent dans Enjeu Patrimoine en matière de stratégie de SCPI. Tout d'abord, que penser des jeunes SCI opportunistes en tant que CGP quand on voit les performances de certaines d'entre elles sur l'année 2025? Mais on peut aussi se demander si le marché secondaire des SCPI peut représenter des opportunités lorsque l'on accompagne ses clients. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine deux experts du sujet. Jules Rousselet, tout d'abord. Bonjour Jules. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes associé fondateur d'Alfines Gestion Privée, qui est également membre d'Adunea. Et nous avons le plaisir d'accueillir également Vincent Danis. Bonjour Vincent. Bonjour Nicolas. Vous êtes président de Savignane. On va peut-être commencer rapidement avec vous, Vincent. Quand on voit certaines SCPI, jeunes SCPI, proposer des performances absolument
phénoménal pour l'année 2025, même si les prévisions à long terme sont plus raisonnables. Est-ce qu'on se dit en tant que CGP qu'il faut absolument aller vers ce type de SCPI pour aller chercher de la performance sur le marché immobilier, ou est-ce qu'on est un peu plus mesuré et on se dit qu'il y a peut-être un contexte de marché qui les a portés aussi spécifiquement en 2025? Pas seulement un contexte de marché, même s'il a été très favorable. En tant que CGP, on accompagne nos clients sur la durée. Et ce qui est important, c'est pas seulement la performance de la première année, mais celle qu'ils pourront avoir au cours des 8, 10 ans, voire davantage, où ils détiendront les parts de SCPI. D'accord. Si on décide là, tous les trois autour de cette table de créer, là, en sortant du studio, une SCPI, et puis on a un actif qui arrive, on va créer ensemble une SCPI avec un actif qui va rapporter du 6 à 7%. On va mettre 6 mois de délai de jouissance. Et le résultat, c'est qu'on pourra afficher sur la première année une performance de 12, 13, 14%. Parce qu'on n'aura pas servi les intérêts. Parce que pendant 6 mois, eh bien, c'est le délai réputé nécessaire pour constituer le patrimoine. Si on a eu la chance d'investir plus tôt, globalement, on peut avoir une performance qui est certes très attractive, bien sûr, mais qui ne reflète pas du tout les performances futures. C'est-à-dire que si on veut analyser sur du moyen long terme une SCPI, le bon critère, c'est de regarder quel est le rendement des immeubles qui sont investis, et de se dire s'il n'y a que ce rendement locatif, que suis-je en mesure de verser aux épargnants au fil du temps. D'accord. Et donc, finalement, les chiffres affichés la première année, ou en tout cas la performance globale, n'est pas à regarder, il faut aller regarder dans le détail de la stratégie. On regarde, mais la première chose qu'on va regarder, c'est est-ce que les premiers actifs qui ont été acquis sont conformes aux promesses qu'avaient pu donner les gérants au moment du lancement de leur SCPI. D'accord. Une SCPI qui dirait « moi, je vais créer une SCPI diversifiée européenne » et qui commence par un investissement en France, ou qui va commencer par un investissement aléatoire en Pologne, on se dit est-ce que c'est représentatif de l'ensemble du patrimoine qu'elle aura dans 5 ans ou dans 10 ans, et que je ne connais pas encore, simplement au travers de ce premier immeuble. D'accord. Dans certains cas, ça va conforter la promesse de départ. Dans l'autre cas, ça va inciter à attendre un peu pour voir quels sont les actifs suivants et si on est vraiment en phase avec la ligne directrice qui avait été donnée au début. Donc on rentre effectivement dans les investissements. Jules Rousselet, même question. On entend quand même... Alors quand je dis jeune SCPI, c'est parfois jeune société de gestion ou jeune SCPI lancé par des sociétés de gestion plus anciennes. On entend souvent quand même que 2024-2025, c'était le moment des bonnes affaires et que du coup on peut servir des rendements élevés puisqu'on achète avec des décotes des biens immobiliers. Ça ne suffit pas seulement à arbitrer si c'est un bon ou un mauvais investissement, si je comprends bien de ce que nous dit Vincent. Mais alors déjà, voilà, je ne peux pas être plus d'accord avec ce que vient de dire Vincent. Surtout cet effet de traction du rendement vers le haut permis par le délai de jouissance. Pour rappeler ce que c'est le délai de jouissance, en effet, c'est le décalage entre le moment où vous êtes propriétaire, vous avez votre titre de propriété, et le moment où vous percevez les loyers. Quand les SCPI collectent bien, il y a des nouveaux associés qui arrivent, mais ils n'ont pas encore les loyers de leur investissement. Oui, bien sûr. En revanche, vous avez les associés qui étaient là avant, qui récupèrent les loyers. Il y a cet effet de traction du délai de jouissance et aussi le fait, comme le disait très bien Vincent, que le portefeuille il n'est pas mature. C'est sûr que si vous faites une très bonne acquisition sur un portefeuille de 5 actifs, votre rendement il va être boosté. Quand vous avez 100 actifs, forcément ça va se diluer dans le temps. D'accord. Donc ça c'est ce premier effet. Ensuite, sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien les jeunes SCPI opportunistes, elles ont saisi l'opportunité. Donc je vais être nuancé, hein. C'est ni une révolution, ni un piège, c'est juste une approche de l'investissement. En effet, mon point d'entrée, il est bien meilleur aujourd'hui qu'en 2019. Et aujourd'hui, il faut savoir faire le tri sur comment la SCPI, comme le disait Vincent, va être en cohérence avec sa stratégie d'investissement sur le long terme. En fait, ce que je voulais vraiment dire, c'est que cette crise du marché immobilier nous a rappelé que la SCPI n'était pas un produit simple d'épargne liquide, mais un actif à prépondérance immobilière qui s'étudie sur le court terme et donc qui peut potentiellement subir des cycles économiques et du coup une correction de marché. Quand il y a quand même un investissement réalisé qui offre de belles performances parce qu'il a été bien réalisé par une jeune SCPI, alors, on entend effectivement que il faut faire preuve de prudence parce que ça n'est pas forcément révélateur d'un parc immobilier au global, mais est-ce que ça montre pas quand même, est-ce que c'est pas la première pierre qui montre la qualité de la société de gestion qui a réalisé l'investissement? Peut-être Jules et ensuite Vincent. C'est sûr, et de toute façon, même des jeunes premiers qui se mettent à saisir cette opportunité dans de bonnes conditions, qui savent certes rentrer en croissance, mais encore plus important, accompagner cette croissance, on aurait tort de ne pas leur faire confiance si on étudie, si après notre étude, on considère qu'elle est parfaitement cohérente sur le long terme. D'accord. Après, sur les SCPI, justement, vous avez un peu des startups de l'immobilier qui se mettent à lancer leur SCPI et des institutionnels comme les Rothschild avec la SCPI Europa qui, elle, justement, vient de lancer sa SCPI, mais derrière, c'est Rothschild Grem
qui administre plus de 14 milliards d'actifs sous gestion pour des institutionnels. À côté de ça, vous allez avoir des jeunes SCPI comme Reason, comme Waymo, qui vont saisir des opportunités, mais qui ont un biais plus offensif start-up. Quand on est CGP, justement, on fait la différence entre vieille société de gestion et start-up de l'immobilier. On va raisonner un petit peu comme en matière obligataire, en regardant quelle est la notation de la société de gestion et est-ce qu'elle est crédible sur le marché sur lequel elle veut s'engager. Alors c'est très simple pour celles qui ont déjà des SCPI sous gestion et dont on peut apprécier la qualité de gestion ou pas, dans le temps, qui lancent une nouvelle SCPI. Bien sûr. Mais il y a aussi des nouveaux acteurs qui n'avaient jamais créé de SCPI et qui sont immédiatement légitimes par leur savoir-faire. Quand Telamon, spécialiste de la logistique, lance une SCPI logistique, c'est crédible. Quand Altarea, grand investisseur immobilier, décide de lancer sa première SCPI, c'est tout aussi valeureux. Quand Eurial lance une nouvelle SCPI santé, ils sont légitimes sur le sujet, et ainsi de suite. Donc il y a effectivement des nouvelles sociétés de gestion qui, à côté, elles, vont avoir à faire leurs preuves. Et simplement, parce la méfiance... Elles n'ont pas l'historique, elles n'ont pas forcément la légitimité. En tout cas, on va avoir à prendre... Je reviens à ma comparaison obligataire, elles sont non notées au départ. D'accord, oui. Donc forcément, elles vont devoir avoir un rendement plus élevé pour être attractives. Mais ensuite, nous, il faut qu'on regarde très très attentivement dans ces sociétés aussi si elles seront viables, puisqu'on embarque les épargnants pour du long terme. Bien sûr. Il y a 30 nouvelles SCPI, la concentration de la collecte se fait sur 10. Que vont devenir les 20 autres? Est-ce qu'elles auront atteint la viabilité suffisante pour la SCPI d'une part, mais même la société de gestion parfois? Et ça, on doit se poser cette question. On a eu une première sortie de route en 2025 avec Patrimonia qui a remboursé ses premiers souscripteurs. Il faut regarder attentivement ce point-là aussi. Dans les nouvelles sociétés de gestion de SCPI, il y a un point mort à atteindre pour se dire la société de gestion est viable et pour accompagner les épargnants sur le long terme. Donc il vaut mieux aller vers celle qui collecte. Quitte à ce qu'elles collectent trop et doivent ensuite réaliser des investissements qui ne sont pas forcément au niveau des attentes. Deuxième point de vigilance, la cohérence entre la collecte et les investissements. D'accord. Et ne pas rééditer les erreurs du passé. Parfois, on a beaucoup collecté et on a eu un petit peu de mal à investir derrière et ça a dégradé la qualité des investissements. Il ne faudrait pas que, poussés par l'appétit de la collecte, certains acteurs ne limitent pas à un moment donné leur collecte s'ils ne sont pas capables d'investir. Jules Rousselet, l'heure tourne. Je vois, il y avait un deuxième sujet que je voulais traiter aussi, justement en lien avec ces SCPI qui n'ont pas collecté en 2025 ou peu. Je veux parler de celles qui ont dû, face à des sujets de liquidité, passer de capital variable à capital fixe. On est dans une situation où un certain nombre d'investisseurs, d'épargnants investis dans les SCPI veulent sortir. Est-ce que, quand on est CGP, ça peut constituer une opportunité d'entrer dans ces SCPI, et donc de faciliter la sortie d'autres, mais peut-être d'entrer avec une décote si on croit toujours dans le projet de la SCPI? C'est ça. Il y a deux grilles de lecture. C'est vrai qu'une SCPI, déjà, il faut rappeler comment ça fonctionne. Une SCPI classique, dite classique, c'est une SCPI à capital variable. Donc, c'est la SCPI qui a l'opportunité de d'émettre de nouvelles parts, d'annuler des parts, celle qui fixe son prix, qui assure ce qu'on appelait la liquidité. Et ça, c'est le vrai sujet. Cette espèce d'illusion d'une liquidité tous azimuts, sur le long terme, quoi qu'il arrive. Là, on voit qu'on en arrive à la limite. Et en fait, tant que la SCPI collectait, et tant qu'il y avait des vendeurs, mais des acheteurs en face, qui étaient en plus grand nombre, ça ne posait pas de problème. Là, forcément, ces SCPI à capital variable se rendent compte qu'elles font face à des demandes de retrait massifs. Elles ne peuvent plus assurer la liquidité. Elles peuvent plus assurer la liquidité. Donc, il y en a certaines qui décident de se fermer au capital. Et donc, ce n'est plus la SCPI qui fait le marché. Mais c'est un marché de gré à gré. C'est un marché de gré à gré. Moi, je trouve pas ça négatif, je trouve ça cohérent. C'est-à-dire que là, on revient aussi à ce que c'est l'immobilier. C'est-à-dire que c'est la loi de l'offre et la demande. C'est plus la SCPI qui va fixer le prix, c'est la demande qui va fixer le prix. Mais est-ce que ça vaut le coup? Parce que j'entends parfois que ça peut, du coup, l'acheteur peut arriver avec une décote, ça permet au vendeur de sortir et de prendre une partie de sa perte, mais de récupérer une partie de son capital. Est-ce que ça vaut le coup pour un épargnant d'entrer, même avec une décote, dans une SCPI qui fait face à des problèmes de liquidité aujourd'hui? C'est vrai que j'ai pas répondu à la question, donc je vais y répondre. Oui, quelqu'un qui va chercher du rendement, qui va acheter à quelqu'un qui a besoin de capitaux, donc qui a un besoin de liquidité, qui va se payer par le biais d'une décote, il va acheter pas cher des parts de SCPI de seconde main et il va toucher le dividende par part statutaire de la SCPI. Donc quelqu'un qui cherche du rendement, c'est une opportunité. D'accord. Quelqu'un qui cherche à se débarrasser de ses parts parce qu'il a besoin d'argent, ça reste une opportunité
en version dégradée, bien évidemment. En ayant conscience que peut-être la sortie sera peut-être un peu plus compliquée du fait des sujets liquidités sur la SCPI à l'heure actuelle, en Toujours, tout cas. Ouais. toujours. Mais vous avez des acteurs sur le marché, comme Second Market SCPI, justement, qui saisissent cette opportunité de mettre en relation des acheteurs et des vendeurs de parts de SCPI qui ne sont plus considérés comme étant liquides. Vincent Danis, est-ce que le marché secondaire est une source d'opportunité quand on veut accompagner ses clients? C'est le coin du chineur. D'accord. Alors, C'est un C'est la domaine- brocante, ouais, c'est ça. c'est un domaine dans lequel les CGP peuvent intervenir plus facilement que d'autres types de conseillers, parce que nous, on est tout à fait capable d'aller ramasser des miettes qui nous paraissent attractives, effectivement, sur des plateformes de revente de gré à gré de temps en temps. Il y a des SCPI qui sont proposés à la revente à des prix qui deviennent franchement attractifs quand on est en décote par rapport à une valeur de réalisation au 31 décembre 2025. On achète dans des conditions inespérées. D'accord. Toutefois, aujourd'hui, si on regarde la plupart des SCPI qui ont des gros problèmes de liquidité, probablement la décote actuelle sur ces places-là n'est pas suffisante. D'abord parce que les valeurs de réalisation au 31 décembre 2025 sont à nouveau en baisse. Mhm. Et ensuite, certaines sociétés de gestion ont annoncé des baisses cinglantes de leur distribution en 2026. Voire pour certaines, même si ce n'est pas encore annoncé, il y a des problèmes de refinancement. C'est-à-dire qu'un des points de vigilance, c'est regarder quel est le taux d'endettement de la SCPI aujourd'hui, de la SCPI qui n'est pas liquide. Et cette SCPI qui n'est pas liquide, si elle doit refinancer sa dette dans 1 an, dans 2 ans, elle ne le fera pas aux mêmes conditions de taux, elle devra taper dans sa distribution. Donc attention au bon calcul de la décote. La question, c'est est-ce que vous souhaitez entrer dans un endroit dont vous ne pourriez pas sortir? J'attends comme réponse, ça dépend à quel prix, Ouais. mais ça dépend aussi pour quelle durée et à quel prix il doit valoir, il doit comporter cette prime d'illiquidité. Bon, si je comprends bien que ce soit les jeunes SCPI ou le marché secondaire, il faut de toute façon bien regarder la qualité de la société de gestion et surtout des investissements réalisés. Ça n'est plus un marché unique, comme vous nous le disiez tout à l'heure. Jules, merci Vincent Danis, merci Jules Rousselet de nous avoir accompagnés, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Où en sont les entreprises en matière de gestion les entreprises de gestion de patrimoine en matière de stratégie d'intelligence artificielle? C'est le sujet qui va nous animer à présent dans l'œil de l'expert. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Vincent Orez. Bonjour Vincent. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de Figen AI. Alors, on parle beaucoup, quand on parle d'intelligence artificielle, de régulation, de cadre européen, de risque. Est-ce que ça pousse les entreprises, que ce soit institutionnelles ou entreprises qui interviennent sur le sujet de la gestion de patrimoine, à attendre dans le contexte actuel? Écoutez, on a d'abord une chance, c'est qu'effectivement, il y a tout un tas de réglementations qui poussent les entreprises à s'y intéresser, mais il y a surtout une urgence. Ce qu'on voit, c'est qu'on peut attendre des fois la réglementation et sa mise en application qui peut prendre du temps. Par contre, il y a un acteur du marché qui, lui, n'attend pas du tout, c'est les clients. D'accord. Les clients, eux, utilisent ChatGPT ou autres au quotidien désormais, pour le meilleur et pour le pire. Et donc, il y a une urgence aujourd'hui pour les entreprises, puisqu'elles font face à un afflux croissant de particuliers qui leur disent « j'ai vu ça sur ChatGPT ». Ça veut dire qu'en fait, on a des clients qui se font conseiller pour leurs investissements par une intelligence artificielle et qui vont challenger ce que peut leur dire une banque, un institutionnel ou un conseil en gestion de patrimoine. Exactement. Et puis, il y a 6 mois, on pouvait dire que c'était anecdotique, l'usage de ChatGPT. Aujourd'hui, c'est plus de 3/4 des personnes qui utilisent ChatGPT ou autres, encore une fois, ces IA généralistes. Pourquoi 78% d'entre elles, c'est pour se conseiller. D'accord. Donc, on utilise en fait des IA aujourd'hui quand on est un client particulier d'une entreprise du patrimoine, d'un CGP, d'une banque, d'un groupement, pour se conseiller. Et ça veut dire que quand on est entreprise, d'un côté, on attend la régulation, de l'autre, il y a urgence à au moins avoir une réponse à apporter à ces clients-là? Exactement, une réponse qui peut justement démonter d'ailleurs ce qu'a dit l'IA généraliste qui est basée à San Francisco et qui ne connaît pas forcément la fiscalité française, mais c'est aussi démonter sur l'approche du risque, puisqu'il y a toute une psychologie de l'investissement, où là, c'est le métier justement de professionnel du conseil financier pour écouter, pour comprendre aussi tout ce qui n'a pas été dit, pour savoir, attention, ça c'est risqué, est-ce que vous êtes vraiment prêt à faire face à une telle volatilité, par exemple. Donc le sujet, c'est quoi? C'est former ses conseillers pour répondre à ce que aurait conseillé l'intelligence artificielle, ou c'est intégrer de l'IA aussi dans le conseil qu'on peut apporter à ses clients, mais avec les risques que ça comporte? Totalement, c'est 1, se former, et 2, mettre en application. Ce qui est formidable avec l'intelligence artificielle, c'est que dès lors qu'on l'implémente, au bout de 7 semaines, en moyenne, on commence déjà à avoir des retours sur investissement. D'accord. On n'est pas obligé non plus de transformer tout son système IT pour mettre de l'IA partout. Pas du tout, on est dans un univers régulé. On peut commencer, par exemple, par augmenter le conseiller après le rendez-vous ou avant le rendez-vous, voir son retour.
Et là, d'un coup, on voit aussi qu'il y a un vrai retour sur investissement dans le développement commercial, dans l'accompagnement client. Et les clients, ça, ils le comprennent parce que quand ils l'utilisent chez eux, Oui. Ils l'ont choisi, ils l'utilisent chez eux, ils comprennent quand ils vont voir une entreprise spécialisée du sujet, qui est d'avoir là aussi un outil d'intelligence artificielle, pas forcément le même, mais un outil d'intelligence artificielle qui va les conseiller. Oui, il faut l'accompagner effectivement. Mais je pense qu'on est exactement face aux choses. Mon expert comptable aujourd'hui utilise un outil informatique et utilise Excel. Ça ne me dérange pas du tout parce que effectivement, il va beaucoup plus vite dans ses calculs, dans ses analyses, dans le croisement de données. Et ça me viendrait pas à l'idée de lui dire, attendez, je vous paye, il faut écrire tout à la main. Je pense qu'avec l'IA, c'est strictement la même chose. Les entreprises que vous accompagnez, avec lesquelles vous discutez, elles en sont où sur les sujets aujourd'hui ? Il y a ce sujet d'urgence et en même temps, on attend de voir comment on y va concrètement, on développe en interne. Alors oui, il y a toujours, on peut développer en interne et certaines vont y arriver, je pense. Il y a un sujet de confidentialité de données. Il y a un sujet énorme de sécurité, confidentialité des données. Sécurité des données aussi à l'heure géopolitique actuelle, comment être plus autonome, plus souverain aussi sur les données qu'on utilise, sur les données qu'on envoie, sur les modèles qu'on utilise. Et c'est là où il y a tout un tas d'acteurs qui arrivent sur ce sujet, et tant mieux pour offrir en fait des outils à des acteurs européens pour ne pas être dépendant d'acteurs outre-Atlantique ou côté chinois, pour aller vers plus de sécurité, plus de confidentialité. Et un autre mot du patrimoine, c'est la traçabilité. Oui, bien sûr. Comment l'IA a raisonné, pourquoi l'IA a proposé ça à mon conseiller. Il faut pouvoir retracer exactement le raisonnement. Et ça, c'est ce que ne fait absolument pas une IA généraliste. Et avec quand même une montée en compétences aussi pour être capable de contredire ou en tout cas accompagner et comprendre ce qu'a conseillé une IA dans la sphère privée à ses clients qui arrivent avec une conviction et dont il faut comprendre d'où ça vient parfois. Exactement, on a vécu ça avec Doctolib, pas Doctolib, pardon, Doctissimo. Oui, bien sûr. Pour ceux qui connaissent, quand Doctissimo est arrivé, eh bien, on était, certains en tout cas, étaient sûrs de leurs symptômes, étaient sûrs de leur diagnostic, et puis on s'est aperçu finalement que les médecins sont toujours là. Merci Vincent Orez, je rappelle que vous êtes le président de Figene AI, merci beaucoup et quant à nous on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.